Les Alpes sont la plus grande barrière naturelle au cœur de l'Europe. Depuis des siècles, l'homme s'emploie à dompter la montagne, à conquérir ses cimes et à exploiter ses ressources. L'un des trésors les plus précieux des Alpes se trouve en Suisse. Derrière ces 15 millions de tonnes de béton est stocké 1/5 des réserves énergétiques du pays sous forme d'eau. Ces hautes montagnes peu praticables recèlent un gisement d'énergie apparemment inépuisable. Il est composé de neige et de glace. Chaque printemps, ruisseaux et torrents charrient l'eau de la fonte des neiges vers les vallées. De tout temps, les hommes ont su tirer profit de ce don de la nature en canalisant l'eau. Autrefois, l'énergie hydraulique activait des moulins, des scies ou des moteurs. Aujourd'hui, d'immenses centrales, au cœur des montagnes, produisent du courant électrique. Les usines sont de plus en plus grandes. Les ingénieurs pénètrent de plus en plus loin dans les régions de glaciers. Grâce à des ouvrages gigantesques, ils tentent de maîtriser la force de l'eau. Mais si la montagne offre des ressources énergétiques illimitées, elle est aussi imprévisible. En octobre 1963, la volonté humaine de dompter l'eau des montagnes a anéanti tout un village. Seule une poignée d'habitants a survécu. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit assourdissant. C'était un bruit indescriptible qui semblait surgir des profondeurs. Où donc c'est où? Ensuite, la maison a commencé à vibrer et j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Je me suis mis à crier « Maman, aide-moi, viens me chercher ». Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était le barrage de Vaillon. Cette nuit-là, 2000 personnes ont perdu la vie. La catastrophe n'a laissé que 40 survivants. La conquête des Alpes par les pionniers de l'hydroélectricité commence dès la fin du 19e siècle. Quelques visionnaires mettent leurs idées en pratique. Au nord des Alpes bavaroises, un ambitieux projet voit le jour. Il fera date dans l'histoire des techniques. La centrale du lac de Walchen sur la rive du lac de Korrel. Ces concepteurs, emmenés par l'ingénieur Oskar von Miller, veulent profiter de la topographie exceptionnelle du site. Car entre ces deux lacs, situés à proximité l'un de l'autre, il y a une déclivité naturelle de 200 mètres. Cette pente est idéale pour acheminer l'eau jusqu'aux turbines qui produisent ensuite l'électricité.
Le chantier ne s'ouvre pas au meilleur moment. La Première Guerre mondiale vient de s'achever et l'inflation fait rage. Les ouvriers ne peuvent déjà plus rien acheter le vendredi avec leur paye du lundi. Pourtant, ils s'estiment heureux d'avoir trouvé un travail. Les conduites forcées représentent un défi particulier. 6 tuyaux de 400 mètres de long doivent être soudés et montés dans la pente. Mais surtout, les routes sont trop étroites pour le transport des éléments lourds de plusieurs tonnes. Les ingénieurs construisent alors leur propre flotte de transport pour acheminer ces mastodontes vers l'autre côté du lac de Kochel. La plupart des installations réalisées à cette époque sont encore en service. Nous ne sommes pas dans un musée des techniques, mais bien au cœur du réseau d'électricité européen. Il est régulièrement question de remplacer ces installations. Mais tous les calculs montrent qu'une usine moderne serait à peine plus rentable que celle construite il y a presque un siècle par les pionniers de l'électrification sur le lac de Walcheren. L'idée d'une centrale hydroélectrique en montagne, très loin des lieux de consommation, a longtemps semblé irréalisable, car le courant ne pouvait pas être transporté sur de longues distances. En 1882, Oskar von Miller effectue une expérience visant à démontrer qu'il est possible d'acheminer du courant sur 57 km. Grâce à l'électricité produite par une machine à vapeur dans une centrale au charbon à Miesbach, il veut actionner une cascade artificielle à Munich. Si l'expérience réussit, ce sera une première mondiale. Oskar von Miller envoie une dépêche télégraphique pour donner l'ordre de démarrer la machine. Puis c'est l'attente. Et la cascade se déclenche. Oskar von Miller a fait la preuve que l'électricité peut être transportée sur de grandes distances. Il peut désormais s'atteler à son projet d'électrifier l'ensemble de la Bavière. La centrale de Walcheren devient le point de départ de la distribution d'électricité. Plusieurs centrales hydroélectriques sont érigées le long des fleuves et dans les montagnes. Bientôt, un réseau de 1100 km de conduite traverse la Bavière. Certains sceptiques doutent qu'une telle quantité de courant soit réellement utile, sans compter de vindicatifs défenseurs de la nature qui se battent depuis la fin du XIXe siècle contre la dénaturation des montagnes. Mais le progrès technique est en marche. Certaines régions reculées prennent un intérêt nouveau, car elles possèdent des sources d'eau en haute altitude. La situation idéale de la centrale de Walcheren, avec une forte dénivellation entre deux lacs attenants, reste cependant une exception. La plupart du temps, il est nécessaire d'aménager des retenues artificielles. Les habitants de ces régions voient s'ouvrir de nouvelles possibilités. Les vallées et les glaciers inaccessibles ne sont plus réservés aux agriculteurs de montagne ou aux alpinistes. L'eau devient le capital des pays alpins. Des géologues entreprennent de localiser des sites adaptés.
Ils cherchent de longues vallées étroites disposant d'une seule sortie naturelle. Elles doivent bien sûr se situer à proximité d'un grand glacier et idéalement dans une région faiblement peuplée. Après la Deuxième Guerre mondiale, les besoins énergétiques explosent et on investit massivement dans l'hydroélectricité. En 1951, le chantier du siècle s'ouvre en Suisse occidentale. Le barrage de la Grande Dixence mesure plus de 700 mètres de long, presque aussi haut que la Tour Eiffel. Son lac d'accumulation, le lac des 10, est capable d'approvisionner 400 000 foyers pendant un an. Le lac n'est que la partie visible de cet aménagement. Il est alimenté par un immense bassin de captage. Ce bassin recueille l'eau de 35 glaciers des alentours. Un réseau de conduites enterrées est construit à travers la montagne, sur une longueur totale de plus de 100 km. Le pied du barrage se trouve à 2100 mètres d'altitude. C'est dans cette zone déserte que va se bâtir, en l'espace de quelques années, l'un des ouvrages les plus imposants de l'histoire de l'humanité. Impressionné par ces travaux pharaoniques, un manœuvre embauché sur le chantier décide de le filmer. C'est le premier film du jeune Jean-Luc Godard, intitulé Opération Béton, un documentaire sur le travail des ouvriers de la Grande Dixence. Plus de 10 ans durant, cette haute vallée n'est qu'un immense chantier. Il faut acheminer le matériel et les machines depuis la vallée et trouver des hommes prêts à travailler ici pendant plusieurs années. Ceux qui ont participé à l'aventure sont souvent restés attachés à cet endroit. Un demi-siècle plus tard, ils reviennent même sur le lieu qui a marqué leur vie. Eh bien, vous voyez, c'était en 1950, il n'y avait pas beaucoup de travail dans la vallée, comme ça. Et puis voilà, c'est ce grand chantier qui s'ouvrait. Alors, et puis j'avais dans mon village, j'avais un contremaître qui travaillait déjà pour l'entreprise, là, et qui m'a demandé, je voulais monter au barrage. Alors, je suis monté dans les 15 premiers ouvriers qu'on a montés au barrage. Quelques années plus tard, le chantier emploie 1600 personnes. Aujourd'hui, le Ritz, comme les ouvriers surnommaient leur logement au pied du barrage, a été transformé en hôtel pour les visiteurs du monde entier. Lorsque les premiers ouvriers sont arrivés dans ces montagnes, le paysage était très différent. Non, au début, il n'y avait rien de prévu, on devait tout construire. On logeait dans des vieux baraquements, tout comme ça. Et puis ensuite, on devait commencer à construire des baraquements pour les ouvriers. Mais pour les maîtres d'ouvrage, seul compte l'avancement du barrage sur lequel on travaille 24 heures sur 24. De plus en plus d'hommes rejoignent cette vallée pour ériger la montagne de béton. Alors le soir, nous, moi, au parti électrique, on travaillait, on faisait des heures supplémentaires pour pouvoir faire plus vite pour les charpentiers, tout le monde travaillait. Et après souper, encore 2-3 heures pour avancer, pour pouvoir loger sur place les ouvriers, comme ça. Les hommes vivent dans un isolement total au cœur de la montagne.
Le chantier devient un village à part entière, capable de vivre en autarcie. Albert Sierro restera fidèle à son barrage, même après l'achèvement des travaux. Il aura travaillé 47 ans à la Grande Dixence. Comme la plupart des anciens, il contemple le travail accompli avec fierté. Des millions de tonnes de béton ont été préformées puis transportées jusqu'au chantier au moyen d'un téléphérique construit spécialement à 1800 mètres d'altitude. Des grues à câbles, qui apportent le matériel à l'endroit voulu, relient les deux parois rocheuses. Telles des araignées, elles évoluent avec précision dans une toile de câbles en acier. Tandis que la construction du barrage progresse avec régularité, les hommes commencent à creuser des galeries sur une centaine de kilomètres. C'est un travail périlleux. Les plus petites conduites ne font souvent que 2 mètres de large. Autant dire que les hommes y sont plus qu'à l'étroit. Quand on perçait le tunnel, ensuite on faisait sauter les volets, c'était le dégagement de la voûte. Il y avait des fois des pierres qui tombaient seulement quelques jours après. D'ailleurs, il y a eu des accidents là, dans la galerie. Le plus dangereux c'était pour le chantier, c'était quand même le percement des tunnels là, qui a eu le plus d'accidents. Tandis que sur le barrage et tout, il y a eu très peu d'accidents. La plus grande précision est impérative. Le barrage doit pouvoir supporter une pression de 400 millions de mètres cubes d'eau et résister à de violents éboulements, voire à des tremblements de terre. Ce type de barrage oppose sa propre masse à la poussée de l'eau, ce qui assure sa stabilité. Mais le matériau de construction, le béton, doit pouvoir supporter des charges extrêmes. On n'utilise pas d'acier pour éviter les problèmes de corrosion. La qualité du béton est cruciale. Pas question qu'il se fissure ou s'effrite. De plus, il doit être à la fois extrêmement rigide et souple, car le colosse respire. Une fois par mois, le directeur technique du barrage, Aldo Daillé, effectue une inspection exhaustive. L'ouvrage est parcouru par plus de 30 km d'escaliers abrupts et de passages étroits. Aldo Daillé et son collègue y passent plusieurs heures afin de contrôler les mouvements du béton. Car ce titan, en apparence massif et stable, se dilate. Ces mouvements sont mesurés à l'aide de 7 pendules suspendues tout en haut du barrage et lestées d'un poids de 150 kg. Il est ainsi possible de calculer les variations au 500e de millimètre près. Le barrage de 15 millions de tonnes, plus lourd que la grande pyramide de Khéops, est en effet soumis à de fortes fluctuations. Lorsque le lac est plein, la poussée de l'eau provoque un déplacement du couronnement de 11 cm vers l'aval. Les concepteurs et les bâtisseurs de la Dixence ont réussi à dompter la force de l'eau. Mais peu après l'inauguration du barrage,
une catastrophe se produit en Italie. Les États alpins sont à cette époque en pleine euphorie et cherchent de nouveaux sites pour des projets encore plus ambitieux. Dans les années 1930, la Société adriatique d'électricité décide de construire une centrale hydroélectrique à 100 km au nord de Venise. Contrairement à la Grande Dixence, qui est un barrage poids, celui de Vaillon est un barrage voûte, dont la forme courbe reporte la poussée de l'eau sur les flancs de la vallée. Le lieu choisi est apparemment idéal, une gorge étroite bordée d'imposantes parois rocheuses. Longarone est un village situé à la sortie de la vallée. Ses habitants qui suivent l'avancement du chantier voient dans ce projet la promesse d'un avenir radieux pour leur pays et leur région. Mais leur rêve de prospérité et de progrès va virer au cauchemar. Dans la nuit du 9 octobre 1963, une vague de 200 mètres de haut déferle dans la vallée et détruit le village. Il giorno dei morti nella Valle del Piave è arrivato quest'anno con quasi un mese di anticipo. Più di 2000 persone dormono adesso il loro ultimo sonno sotto la sabbia, le macerie e il fango, spazzate da una tragedia che può essere paragonata solo a quella, lontanissima, del terremoto di Casamicciola. Cette tragédie donne raison aux détracteurs du barrage qui, depuis des années, critiquaient sa construction à cet endroit. Le barrage en lui-même n'est pratiquement pas endommagé. Plus de 40 ans après l'accident, l'ouvrage est toujours sous surveillance. La route, aujourd'hui fermée au public, passe par une succession de tunnels étroits. Elle remonte la petite vallée par laquelle s'est engouffrée la masse d'eau destructrice pour rayer de la carte tout un village. Aujourd'hui, seuls les techniciens de l'Enel, la principale compagnie d'électricité italienne, viennent ici pour s'assurer que tout est en ordre. Renato Migotti est un rescapé de l'accident. Il se rend au pied du barrage avec un technicien. La route fait partie du circuit du souvenir. Il est ouvert une fois par an pour commémorer la catastrophe. Pour moi, c'est assez angoissant de revenir ici, parce que cela me rappelle bien entendu le drame qui s'y est produit et qui a causé la mort de 2000 personnes. C'est le lieu d'une tragédie due à l'inconscience humaine. C'est également dû à des erreurs techniques. Dès le départ, les auteurs du barrage ont ignoré l'avis des géologues indépendants. Ils les avaient mis en garde contre d'éventuels glissements de terrain provoqués par le lac artificiel. Personne n'avait anticipé la violence avec laquelle la nature sanctionnerait la négligence des responsables. Je n'aime pas me remémorer la soirée du 9 octobre 1963 parce que je suis l'un des seuls survivants du village. Ce drame me touche encore beaucoup aujourd'hui et cela me fait mal d'y penser. C'est pourquoi je préfère éviter de parler de ce qui m'est arrivé à moi et à ma famille, qui a été décimée cette nuit-là.
Les enfants qui ont miraculeusement réchappé à la catastrophe vivent aujourd'hui dans le souvenir. Michaela Coletti a perdu toute sa famille dans l'accident. Elle avait 12 ans. Je me souviens que 3 nuits avant le drame, j'avais entendu mes parents discuter. Je m'étais approchée pour écouter leur conversation parce que j'avais entendu ma mère dire « Tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux que les enfants aillent s'installer ailleurs ?» J'étais sous le choc et je me disais « Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que maman veuille qu'on s'en aille ?» Et mon père lui a répondu « Écoute, si le barrage doit céder, qu'on meure ici ou ailleurs, ça ne change rien. Autant mourir tous ensemble. » Moi, la seule chose que j'avais retenue de la discussion, c'est que maman voulait nous renvoyer de la maison. Ça m'a fait beaucoup de peine. L'inquiétude des riverains grandit de jour en jour, surtout dans les villages situés juste au-dessus du lac. Car ils voient ce que personne ne veut admettre et que les responsables s'obstinent à cacher. Lors du premier remplissage du barrage, des fissures sont apparues dans la roche, en face du village de Casso. Elles grossissent de jour en jour. Des glissements de terrain provoquent des éboulements dans le lac et les routes se lézardent. Renato Migotti est indigné que les responsables aient pu risquer l'existence de tout un village, malgré les nombreux signes avant-coureurs d'une catastrophe. Dans la vallée de Cellina et au village d'Erto, la montagne s'est mise à trembler de plus en plus fort. C'est pourquoi les habitants d'Erto et de Casso ont été évacués du mont Toc le 9 octobre 1963. On les a aidés à quitter leurs habitations et leurs fermes, justement parce qu'on redoutait un affaissement de la montagne dans les eaux du lac. Mais nous, à Longarone, on n'était au courant de rien. Je suis allé me coucher avec mon frère parce qu'à notre âge, on se couchait tôt, à 9 h du soir. À cette époque-là, on ne regardait pas autant la télévision que maintenant. Je suis donc allé me coucher avec mon frère qui avait 3 ans de moins que moi. Mes parents, eux, dormaient dans une autre chambre. Soudain, j'ai entendu le bruit d'un vent violent et assourdissant qui ne se calmait pas, puis comme un coup de tonnerre. On aurait dit qu'un orage allait éclater. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est le bruit des volets qui battaient violemment. Ça claquait de tous les côtés. Je n'en ai qu'un vague souvenir, mais ce bruit ressemblait à ça. Mon lit s'est plié en deux et a été entraîné. J'avais l'impression de voler, qu'un gouffre s'ouvrait sous mon lit et qu'il allait m'aspirer. J'ai essayé de faire quelque chose, par tous les moyens. Je ne voulais pas être entraînée parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un gouffre. Puis je me suis envolé avec mon lit. Je tenais mon frère par la main et le lit s'est envolé. J'ai fait un vol plané de 250 à 300 mètres et je me suis retrouvé sous les décombres. Une poutre bloquait mes jambes et j'étais enseveli jusqu'à la tête. J'avais reçu un coup derrière le crâne. Malheureusement, mon frère m'avait lâché la main et je continuais à crier sous les gravats « Au secours, venez m'aider !» Je me suis dit que si je tombais dans ce gouffre, je n'en ressortirais plus.
C'est pour ça que j'ai levé les mains. J'avais l'impression de ne plus avoir de visage. C'était comme s'il était en caoutchouc. Je le sentais gonfler, puis rétrécir. Et surtout, j'avais la sensation de ne plus avoir d'yeux. J'avais besoin de me toucher le visage pour comprendre ce qu'il se passait. Et quand j'ai fait ce geste, une bulle d'air s'est formée sous moi. Mon corps était complètement enseveli sous les décombres et je n'avais plus qu'un pied et une main à l'air libre. L'un des premiers à arriver sur le lieu du drame est Bepi Zanfron, reporter photographe. Il a son studio à Belluno, un village suffisamment éloigné du barrage pour avoir été épargné, mais où les effets se sont fait sentir. Les plombs ont sauté. Je me trouvais sur la place des Martyrs à Belluno et je n'ai pas compris ce qui se passait. Nous étions plongés dans l'obscurité. Je suis allé prendre une lampe de poche dans mon atelier et là, j'ai entendu les sirènes des camions de pompiers qui roulaient vers Longarone. Une fois sur place, le jeune reporter est déchiré entre son devoir de rendre compte de l'événement et celui de porter secours aux victimes. Pompiers et gendarmes se pressent toujours plus nombreux sur le lieu de l'accident. Munis de lampes de poche, ils cherchent désespérément des personnes ensevelies encore en vie. Nous avons essayé de dégager les victimes, mais ce n'était pas une mince affaire avec tous ces décombres. Ce n'était pas simple non plus pour les équipes de secours. On me disait, Bepi, tu peux nous relayer? Ils n'en pouvaient plus et ils avaient les mains ensanglantées. Il fallait faire un roulement. Il y a effectivement des survivants, surtout des enfants. Gino Mazzorana a 8 ans. Je me rappelle un détail. Lors de mon évacuation, un homme me portait sur ses épaules et en marchant parmi les décombres, j'ai aperçu, grâce au clair de lune, une épave de voiture. J'ai dit que c'était la voiture de mon père. Mais lui, j'étais sûr de ne plus jamais le revoir. Et j'avais raison, parce que cette nuit-là, j'ai perdu mes parents et mon petit frère. Quand la lune s'est mise à briller, vers 3h ou 3h30 du matin, ils m'ont sorti des décombres. Et je les ai entendus dire « On a trouvé une vieille dame ». J'avais le visage totalement tuméfié à cause de l'eau et de la boue, des blessures partout, et un bout de bois enfoncé dans le poumon gauche. Bref, j'étais en piteux état. Je me souviens m'être dit « Mais je n'ai que 12 ans, pourquoi ils me prennent pour une vieille dame ?» Le lendemain matin, la catastrophe apparaît dans toute son ampleur. Seul un clocher d'église a résisté à l'assaut conjugué de la violente tempête et de la vague meurtrière. Car avant de se propager en aval, la masse d'eau a créé un souffle qui s'est engouffré de plus en plus vite dans la vallée étroite. Tel un ouragan, cette onde de choc a quasiment tout détruit sur son passage. Suivi quelques secondes plus tard par la masse d'eau qui a achevé les ravages. Bepi Zanfron devient malgré lui chroniqueur d'une catastrophe.
Au petit matin, on voyait le barrage, mais on ignorait ce qui s'était passé. Puis un hélicoptère est arrivé et j'ai demandé qu'on m'emmène là-bas. J'ai aperçu 2 ou 3 passagers à bord et l'un d'entre eux m'a dit « Mais qui es-tu pour vouloir aller sur le barrage ?» Je lui ai dit que j'étais photographe et que comme j'avais suivi toutes les étapes de sa construction, je voulais voir à quoi il ressemblait. On m'a dit de patienter un moment, le temps qu'un des passagers descende de l'appareil. L'hélicoptère avait été envoyé par le ministère. On l'avait chargé de vérifier si le barrage avait été endommagé. Ce n'est que vue du ciel que se dévoile la vraie raison du désastre. Derrière le barrage, toute la montagne s'est effondrée dans le lac. Le barrage, lui, est resté debout. Un éboulement qui s'est produit sur 2 km a comblé le lac artificiel et déclenché un énorme raz-de-marée. L'eau a d'abord débordé sur la rive opposée, arrachant au passage les premières rangées de maisons du hameau de Casso, situé à 200 mètres au-dessus du lac. Puis le raz-de-marée est passé par-dessus le barrage et s'est précipité dans la gorge étroite. La partie blanche en forme de M indique encore aujourd'hui l'endroit où le flanc de la montagne s'est effondré dans le bassin de retenue. Ce n'est que 40 ans après le désastre que des géologues en ont découvert la cause. Un groupe de chercheurs grecs et italiens a étudié la composition de la roche autour du lac et révélé une négligence fatale de la part des ingénieurs. Accompagné d'un confrère, Giulio Di Toro, géologue à l'université de Padoue, se rend sur le site du glissement de terrain qui se trouve aujourd'hui au milieu de l'ancien lac. Les premières fois que je suis venu ici, j'ai été très surpris. En arrivant sur les lieux, j'ai constaté que le barrage avait été enseveli. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il avait résisté au choc. Je me suis retrouvé devant une montagne de gravats. Je suis géologue. Et pourtant, si je n'avais pas vu les traces blanches de la masse d'éboulement en forme de M, j'aurais pu croire que rien n'avait bougé. Tout un pan de montagne s'était effondré. C'est incroyable. Les 2 hommes gravissent le mont qui surplombe le barrage. Giulio Di Toro est toujours fasciné par ce plateau de roches polies dont s'est détaché un pan de montagne de 100 mètres et qui s'est ensuite effondré dans la vallée. La responsable de ce gigantesque glissement de terrain est une couche d'argile de seulement quelques centimètres d'épaisseur. Cet endroit nous intéresse parce que toute la masse rocheuse qui aurait dû se trouver au-dessus de nous sur des centaines de mètres s'est effondrée et a été entraînée lors de l'éboulement. Mais on voit ici une couche de roche, un horizon jaune, qui pour une raison inconnue a été préservé. Nous allons donc prélever quelques échantillons de cette roche qui fait certainement partie de la surface de glissement. Entre les éboulis et les rochers dénudés, les géologues ont découvert une fine couche d'argile. Lorsque le barrage a été rempli pour la première fois, celle-ci s'est gorgée d'eau. Les masses rocheuses placées directement au-dessus de l'argile ont exercé une pression et se sont déplacées de façon quasiment imperceptible, si bien que l'eau contenue à l'intérieur de l'argile a chauffé. Que fait l'eau ? Elle se répand, mais pas seulement. Si elle dépasse certaines températures, environ 100 degrés, elle s'évapore. Cela crée un coussin d'air qui fait fonction de lubrifiant. C'est cela qui a provoqué un glissement de terrain atteignant une vitesse de 30 mètres par seconde, soit un peu plus de 100 km/h. Un élément choque les géologues.
les nombreux signaux d'alerte présents qui ont émaillé la construction du barrage ont été systématiquement ignorés. La catastrophe appartient au passé, mais le scandale perdure. Les autorités font traîner en longueur les procès liés à l'accident. Les survivants éprouvent un sentiment d'impuissance aussi grave que la perte de leurs proches. On n'a pas évité la catastrophe parce qu'on n'a pas voulu l'éviter. Le pouvoir et l'argent ont eu raison de la vie humaine. La cupidité et le pouvoir ont pris le dessus, en somme. Tout le monde le sait. Longarone sera reconstruit au même endroit. Les rares survivants tenteront de reprendre une vie normale. Le barrage ne sera jamais remis en service. L'accident de Longarone a été imputé à une défaillance humaine. Il n'a jamais remis en question l'utilisation de l'hydroélectricité. La Suisse compte à elle seule plus de 500 centrales hydroélectriques. Partout, les installations sont modernisées, y compris à la Grande Dixence. La nouvelle centrale souterraine, équipée de 3 gigantesques turbines, possède le rendement d'une grande centrale nucléaire. Lors des pics de consommation, les roues de turbines de 30 tonnes peuvent atteindre leur pleine capacité en 3 minutes. Pour obtenir ce résultat, on a construit une nouvelle conduite forcée de presque 5 km de long qui permet d'amener dans la vallée l'eau captée à presque 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, l'homme est confronté à des défis d'une toute autre nature. L'eau des Alpes n'est plus une ressource apparemment inépuisable. Le réchauffement climatique fait disparaître, à un rythme de plus en plus effréné, les grands réservoirs d'eau que sont nos glaciers. Restez avec nous, voulez-vous? Dans un instant, cinéma avec Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Biopic anachronique plus que film historique. C'était risqué et c'est réussi.